63 candidats se tenaient dans le hall vitré du bâtiment Nexara, vaste et poli. Chacun deux vêtus de noir. Puis la porte tourna et Dominique Duval entra. Chemise froissée, derrière lui une fillette de 6 ans serrant contre elle. Un lapin en peluche blanc. Le rire fusa. Immédiatement. Quelqu'un dit que cela ressemblait à un dépôt à la maternelle. Dominique ne se retourna pas. Il posa sa fille, lissa ses cheveux une fois, et s'avança sur le sol. 30 secondes plus tard, Logan Croix, 115 kg de champion régional de MMA, était face contre terre sur le tapis. Personne ne rit après cela, pas même Gisèle Park, qui s'était approchée. Assez près pour tout voir, le cœur battant. Plus vite qu'elle n'était prête à l'admettre. L'homme qu'ils avaient moqué deviendrait le seul rempart entre elle et tout ce qu'elle était sur le point de perdre. Ce lundi matin avait commencé comme n'importe quel autre au bâtiment Nexara. 42 étages de verre bleu s'élevant au-dessus du côté est de la ville, siège de l'une des entreprises de technologie de sécurité les plus discrètement puissantes de la côte est. Mais le rez-de-chaussée ce jour-là avait été transformé en toute autre chose. 63 candidats remplissaient le hall en deux longues rangées, chacun soigneusement sélectionné. Chacun arrivant avec la posture particulière d'un homme qui se croyait la réponse évidente à la question posée. D'anciens policiers, des combattants professionnels, d'ex-contractuels militaires, des hommes qui avaient passé des années à être payés pour paraître dangereux et qui étaient devenus très bons. L'air sentait l'ambition et le cirage. Puis la porte tourna et Dominique Duval entra. Hunter Voss traversa le hall avant que l'employé d'inscription puisse parler. Il avait 38 ans, large d'épaules, avec l'assurance particulière d'un homme qui croyait avoir déjà gagné une compétition qui n'était pas terminée. En tant que responsable intérimaire de la sécurité pour le groupe Nexara, Hunter avait des raisons d'être troublé par l'essai du jour, et il avait choisi de laisser ce malaise s'exprimer par la cruauté. Il s'arrêta directement devant Dominique, assez près pour souligner la différence de taille. Ce n'est pas une garderie, l'ami. L'entrée de la maternelle est au sous-sol. D'autres rires montèrent des chaises. Logan Croix, assis au premier rang les bras croisés et une jambe tendue comme s'il possédait le sol, hocha lentement la tête. Logan pesait 115 kg, combattant professionnel de MMA qui avait remporté 3 championnats régionaux ces 4 dernières années. Il était aussi le choix le plus évident pour ce poste, et il le savait. Il avait apprécié la matinée. Dominique regarda Hunter droit dans les yeux. Sa voix ne portait aucune chaleur. J'ai un rendez-vous à 9 heures. Mon nom est sur votre liste. Hunter vérifia la tablette. Quelque chose passa sur son visage, un bref raidissement qu'il masqua rapidement. Le nom Dominique Duval figurait en tête de la liste des candidats, ajouté tard le dimanche après-midi, ajouté personnellement par Gisèle Park, PDG du groupe Nexara. Hunter tapa sur l'écran et rendit la tablette à l'employé sans explication. Il désigna le hall principal d'un bref mouvement du menton. Luna fut escortée vers une petite zone d'attente près du bureau d'accueil, où un membre junior du personnel avait installé des livres de coloriage et une table basse. Elle s'assit, plaça Lapinou sur la chaise à côté d'elle, ouvrit une page blanche et se mit à dessiner sans un mot. Dominique entra dans le hall principal. Le premier tour ne portait pas sur la force. Il portait sur le jugement. Chaque candidat disposait de 3 minutes à un pupitre debout. Un seul interrogateur, une liste de questions situationnelles, sans temps pour répéter. Les hommes devant Dominique arrivaient avec des accréditations plastifiées, des relevés de service imprimés, des photos encadrées d'eux avec des clients notables. Un homme avait apporté un dossier de 12 pages d'épaisseur. 2 d'entre eux commencèrent par la phrase « Je fais cela depuis 15 ans ». Dominique arriva au pupitre les mains vides. L'interrogateur leva les yeux. « Votre CV ?» Dominique posa une seule feuille de papier blanc sur le pupitre. Dessus figurait un numéro de téléphone et une ligne de texte. Appelez ce numéro si vous avez besoin de vérification. L'interrogateur l'étudia. Hunter Voss, debout à proximité les bras croisés, laissa échapper un bref souffle par le nez, le son que fait une personne qui a décidé d'être patiente de manière théâtrale. « Vous êtes sérieux ?» dit Hunter. « Très, » répondit Dominique. La deuxième partie du premier tour était une évaluation de réponse. Chaque candidat regardait une vidéo de 90 secondes d'un environnement de menace simulée, un espace d'événements bondé, plusieurs acteurs se déplaçant dans le cadre, une figure principale au premier plan, et disposait de 30 secondes pour identifier les points de danger et proposer un protocole de réponse. Logan Croix regarda la vidéo, marqua une pause de 2 secondes, puis identifia 4 des 6 positions de menace marquées.
Il parla clairement et avec autorité. La salle lui accorda une approbation discrète. Dominique regarda la vidéo une fois. Il se tint les bras le long du corps et dit. 6 positions marquées. 2 non marquées. La zone morte de la caméra derrière la colonne 3 sur le côté gauche offre un angle d'approche non observé d'environ 1,20 m, et l'homme à la veste verte a déplacé sa main 3 fois depuis le début de la vidéo. Il porte quelque chose qu'il n'a pas encore décidé d'utiliser. La salle resta silencieuse pendant 2 secondes. Hunter dit. Coup de chance. Dominique ne dit rien. Il retourna à son siège. À l'étage, au 38e, Gisèle Park regardait le flux de la salle d'évaluation sur le moniteur au-dessus de son bureau. Elle était assise sur une chaise à dossier droit avec un bloc-notes sur le genou qu'elle n'avait pas touché depuis 20 minutes. Son assistante, Madison Cole, se tenait près de la porte. Il ne ressemble pas au type habituel, dit Madison avec prudence. Non, répondit Gisèle. En effet, 3 semaines plus tôt, une enveloppe non marquée était arrivée sur le bureau de Gisèle. À l'intérieur se trouvait un document de 12 pages, un résumé détaillé d'un certain Dominique Duval. Relevé de service, évaluation des compétences, profil personnel. Aucun nom d'expéditeur, aucune adresse de retour. Au bas de la dernière page, une seule phrase tapée. Elle aura besoin de lui. Gisèle avait vérifié le numéro de l'expéditeur. Elle n'avait pas encore reçu de nom en retour. Sur le moniteur, Dominique était assis sur sa chaise avec la même expression qu'il avait depuis son arrivée. Ni ennuyé, ni feignant la patience, simplement présent. Gisèle tapota une fois son stylo contre le bloc-notes. Puis elle le posa. Lorsque le tableau des affrontements physiques fut affiché sur le panneau dans le hall principal, la salle le lut avec l'attention concentrée d'hommes qui comprenaient ce que cela signifiait. La plupart des matchs étaient raisonnablement équilibrés. Ah, ne l'était pas. Hunter Voss avait programmé Dominique Duval contre Logan Croix. Ce n'était pas un accident. Hunter avait lui-même établi le tableau ce matin-là, et il avait placé cet affrontement avec la satisfaction particulière d'un homme qui croyait résoudre un problème. Si Dominique Duval, ce père célibataire discret et sans pédigré, anomalie apparue de nulle part sur la liste personnelle de la PDG, pouvait être éliminé proprement dès le premier tour de l'évaluation physique, alors toute l'affaire pourrait être réglée avant qu'elle ne devienne gênante. Logan Croix lut le tableau et sourit. Pas un sourire cruel. Logan n'était pas cruel de nature. Il ne voyait simplement pas cela comme un combat. Les autres candidats se dirigèrent vers le bord extérieur de la zone de tapis. Quelques-uns sortirent leur téléphone. L'ambiance dans la salle était devenue quelque chose entre le divertissement et les préliminaires. Ils allaient regarder le grand gaillard effacer l'énigme, et alors la journée reprendrait son sens. À l'étage, Madison se pencha près du moniteur et dit doucement. Gisèle, ils l'ont mis contre Croix. Gisèle était déjà debout. Elle ajusta sa veste et marcha vers la porte. Tu descends? Demanda Madison. L'écran est trop petit, répondit Gisèle, et elle s'engagea dans le couloir. Elle arriva à l'entrée de la salle d'entraînement sans annonce, aucune avance, aucun escorte hormis Madison, qui la suivait 3 pas derrière et ne disait rien. Au moment où Gisèle apparut dans l'embrasure, l'énergie dans la salle changea. La tension ambiante d'hommes en compétition les uns avec les autres s'effondra dans une attention d'un autre genre. Les dos se redressèrent. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Hunter se dirigea vers elle immédiatement. « Madame Park, il n'est pas nécessaire de... » « Continuez, dit-elle, regardant au-delà de lui vers le tapis. Elle ne regarda pas Logan Croix. Elle l'avait déjà évalué. Il était ce qu'il paraissait être, puissant, expérimenté et totalement lisible. Elle regarda Dominique. Il était accroupi près du bord du tapis, en train de relasser sa chaussure gauche. Il ne regardait pas Logan. Il ne regardait pas la foule. Il ne la regardait pas elle. Dans les 12 années depuis que Gisèle Park était devenue la plus jeune PDG de l'histoire de Nexara, elle s'était assise en face de centaines de personnes qui s'efforçaient de faire impression sur elle. Dominique Duval était la première personne dont elle se souvenait qui semblait n'avoir aucune idée qu'elle valait la peine d'être impressionnée, ou qui avait simplement décidé que c'était sans importance. Ce seul fait retenait son attention plus que tout ce qu'elle avait vu ce matin-là. Logan Croix fit rouler son cou, monta sur le tapis et regarda Dominique avec quelque chose qui approchait de la générosité. « Tu es sûr de ne pas vouloir céder ta place au suivant ?» Une vague basse de rire traversa la salle. Dominique termina de lasser sa chaussure. Il se leva. Il ne répondit pas à Logan. Il ne regarda pas la foule. Il monta sur le tapis et se tourna vers le centre avec le calme d'un homme qui avait déjà décidé de ce qui allait se passer et trouvait cette décision banale. Dans la zone d'accueil plus loin dans le couloir, Luna avait arrêté de colorier. Elle regardait par la fenêtre étroite dans le mur, observant sans grimper de sa chaise. La jeune employée à côté d'elle regarda alternativement la fillette et le tapis. «
Ton papa est fort? Demanda la femme. Luna serra Lapinou un peu plus fort. Il ne perd pas, dit-elle. Mais il ne le dit jamais lui-même. L'arbitre leva la main. La salle retint son souffle. Le chronomètre démarra. Logan Croix avança immédiatement. Sans hésitation. Sans feinte d'échauffement. Il avait déjà terminé 4 matchs ce matin-là. Tous en moins de 40 secondes. Tous avec la même séquence. Rapprocher la distance. Établir la prise. Contrôler le poids. Cela avait fonctionné parfaitement chaque fois. Il l'appliqua maintenant avec l'assurance d'un homme répétant une équation prouvée. Dominique recula. Pas en paniquant, un pas précis. Déplaçant son poids vers le bord extérieur de son pied gauche d'une manière qui redirigea l'angle d'approche de Logan d'environ 6 degrés. C'était à peine visible. C'était aussi la raison pour laquelle la prise de Logan se referma sur du vide au lieu de l'épaule. La salle ne comprit pas ce qui s'était passé. Logan se reprit et revint. À la 9e seconde, Gisèle avait cessé de respirer à son rythme normal. Elle regardait les yeux de Dominique. Il ne suivait pas les mains ou les pieds de Logan comme les yeux d'un combattant le font habituellement en réagissant au mouvement. Ils étaient immobiles. Ils lisaient quelque chose de plus profond. Une séquence d'informations qui vivait en dessous du niveau du mouvement individuel. Logan attaqua à nouveau. Une 3e fois. Chaque fois, Dominique lui offrait une fraction d'ouverture. Un demi-pas de vulnérabilité apparente. Et chaque fois, la suite ne trouvait rien. La main droite de Gisèle trouva le cadre de la porte à un moment sans qu'elle s'en rende compte. À la 17e seconde, les yeux de Dominique changèrent. Une légère contraction, à peine perceptible. Il avait vu ce qu'il avait besoin de voir. Il avait passé 16 secondes à ne pas combattre Logan Croix. Il avait passé 16 secondes à l'apprendre. À la 18e seconde, Dominique avança au lieu de reculer. Ce qui suivit arriva trop vite pour que la plupart de la salle puisse le suivre clairement. Un bras contrôla le coude de Logan au niveau de l'articulation. L'autre fit un petit ajustement décisif à son centre de gravité. Pas un lancer au sens traditionnel, mais une redirection si précise que le propre élan de Logan devint le mécanisme de sa chute. La technique n'était pas du MMA. Ce n'était pas de la boxe. Ce n'était rien que la salle puisse nommer confortablement. Logan Croix, 115 kg, 3 titres régionaux, 4 victoires consécutives ce matin-là, heurta le tapis face contre terre et ne bougea plus. Temps total, 27 secondes. Personne ne parla. Dominique relâcha sa prise, recula et se tint droit. Sa respiration était inchangée. Il retourna brièvement ses mains, une vérification mécanique, rien de plus, et descendit du tapis. Hunter Voss tenait une feuille de papier. Il ne semblait pas conscient qu'elle était tombée de sa main jusqu'à ce qu'elle produise un petit bruit contre le sol. Les téléphones qui avaient été levés pour capturer ce que leur propriétaire avait supposé être une courte et décisive humiliation enregistraient toujours. Personne n'avait pensé à les arrêter. Luna apparut à l'embrasure, ayant glissé de sa chaise au moment où elle avait entendu le silence au lieu du bruit. Elle traversa le sol vers Dominique avec l'urgence concentrée d'une fillette de 6 ans en mission. « Papa, tu as fini. » Dominique s'accroupit à sa hauteur. Il regarda son visage un moment avec l'attention minutieuse qu'il accordait à tout. « Tout est fini, dit-il. On va te chercher du jus d'orange. » Luna considéra cela sérieusement. « Avec des glaçons. »« Avec des glaçons, dit-il. » Il se leva, prit sa main et marcha vers la sortie du hall. Derrière lui, Logan Croix était aidé à se relever par 2 autres candidats qui faisaient de leur mieux pour paraître comme s'ils avaient prévu ce résultat. Gisèle Park se tenait à la porte. Sa main quitta le cadre. Elle se retourna et marcha vers l'ascenseur sans un mot. Madison se mit à son pas à côté d'elle, et pendant la longueur du couloir, ni l'un ni l'autre ne dit rien. Puis Madison dit, très doucement. Sa respiration n'a pas changé. Je sais, répondit Gisèle. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Elle entra. Et quelque part entre le rez-de-chaussée et le 38e, elle s'avoua à elle-même, comme une observation privée et purement opérationnelle, qu'elle n'avait regardé personne d'autre dans cette salle pendant les 7 dernières minutes. Elle le fit monter avant la fin du tableau. Les 62 autres candidats attendaient encore dans le hall principal lorsque Madison apparut à la porte et demanda à Dominique Duval de la suivre. Quelques-uns échangèrent des regards. Hunter Voss redressa sa veste et ouvrit la bouche. Mais Madison s'était déjà tournée vers l'ascenseur, et Dominique la suivait, et Luna était à ses côtés avec Lapinou sous le bras, et rien de tout cela n'avait été soumis à approbation. Le 38e étage était calme à la manière dont les bâtiments coûteux sont calmes, pas silencieux, mais délibérément préservés. Le bureau de Gisèle occupait l'angle nord-est avec des fenêtres du sol au plafond qui rendaient la ville en sections rectangulaires nettes. Les livres étaient organisés par couleur de dos. Son bureau ne contenait exactement que 3 objets,
un moniteur, un bloc-notes et un verre d'eau. Rien de décoratif. Rien de personnel. Luna entra, s'arrêta et regarda autour d'elle avec le regard évaluateur d'une enfant qui prenait les environnements au sérieux. « C'est joli ici, dit-elle. Mais il n'y a pas de plantes. » Gisèle, qui observait Dominique de derrière son bureau, regarda la fillette. Un temps passa. « Je sais, dit-elle. » Puis elle regarda de nouveau Dominique et la conversation sur les plantes s'arrêta. Bien que quelque chose à ce sujet restât dans la pièce. Elle fit glisser un dossier sur le bureau. « Asseyez-vous. » Il s'assit. Luna s'installa sur la chaise à côté de lui, ouvrit un petit carnet de sa poche de manteau et se mit à dessiner sans qu'on le lui demande. Gisèle posa des questions sur la technique sur le tapis. Il dit qu'elle provenait d'un entraînement spécifique dans des environnements spécifiques. Il n'élabora pas. Elle demanda son relevé de service. Il dit qu'il était dans le dossier qu'elle avait déjà examiné. Elle demanda qu'il lui avait envoyé le document de 12 pages portant son nom. Il regarda le dossier sur son bureau. Pendant 2 secondes, quelque chose bougea derrière ses yeux. Une reconnaissance. Un calcul. Puis un apaisement délibéré. « Je ne sais pas, dit-il. » Elle l'observa. Il disait la vérité. C'était la partie qui la troublait le plus. « Quel salaire demandez-vous » dit-elle enfin. Il lui donna un chiffre. Il était raisonnable, ni suspectement bas, ni gonflé. C'était le chiffre de quelqu'un qui avait réfléchi à ce que valait le travail plutôt qu'à ce que le marché supporterait. Elle signa le contrat sans renégocier. En bas, Hunter Voss reçut la nouvelle sur son téléphone. Il se tenait dans le couloir à l'extérieur du hall principal, regarda l'écran un long moment, puis appela un numéro qui n'apparaissait pas dans l'annuaire de l'entreprise Nexara. L'appel dura 40 secondes. Ensuite, il remit son téléphone dans sa poche, lissa le devant de sa veste et retourna à l'intérieur pour conclure le reste de l'essai comme si rien ne s'était passé. Les 7 premiers jours, Dominique travailla comme une ombre. Il restait exactement un pas derrière Gisèle, pas 2, pas à côté d'elle. Un pas. Le positionnement était assez précis pour que Gisèle le remarque le 2e jour et ne dise rien parce qu'il n'y avait rien à dire à ce sujet. C'était correct. C'était ainsi que cela devait être fait. Il savait quelle porte avait des charnières à fermeture retardée avant de les atteindre. Il lisait les salles de réunion avant qu'elle n'y entre. Pas de manière ostentatoire. Juste une pause d'une demi-seconde au seuil. Les yeux balayant l'espace une fois. Il savait quand quelqu'un dans une pièce portait une tension avant que la conversation ne la révèle. En 7 ans à diriger Nexara, Gisèle n'avait jamais eu un service de sécurité qu'elle oubliait parce qu'il fonctionnait si naturellement. Elle avait passé ces années à trouver des moyens de contourner ses gardes. Elle ne se surprenait pas à le faire maintenant. Elle remarqua aussi qu'il ne la regardait pas comme les gens la regardaient habituellement. La tension particulière qui surgissait quand quelqu'un était conscient d'être près d'une PDG, cette énergie de performance de bas niveau, le léger surpositionnement du corps vers le pouvoir, était absent chez lui. Il n'était pas positionné vers elle parce qu'elle était importante. Il était positionné vers elle parce qu'elle était sa responsabilité. La distinction était si inhabituelle qu'il lui fallut 3 jours pour la nommer. Le 5e jour, la garderie appela à midi. La babysitter habituelle de Luna avait une urgence familiale et ne pouvait pas la prendre. Dominique vint à la porte du bureau de Gisèle et parla brièvement à Madison. Puis Madison entra et expliqua à Gisèle ce qui s'était passé, le présentant comme une complication logistique nécessitant son absence pour l'après-midi. Gisèle dit « Amenez-la ici ». Madison marqua une pause. Gisèle s'était déjà retournée vers son écran. Luna arriva 45 minutes plus tard avec son sac à dos et son kit de coloriage. Elle dit bonjour à Gisèle, posa Lapinou dans le coin du canapé de la salle d'attente, s'assit avec ses fournitures et travailla tranquillement tout l'après-midi sans interruption. À 16h30, elle marcha jusqu'à la porte ouverte du bureau de Gisèle et tendit une feuille de papier pliée. Gisèle l'ouvrit. C'était un dessin au crayon, 3 figures devant une maison. Une grande figure avec des lignes sombres pour une veste. Une figure aux longs cheveux et une robe grise. Une petite figure tenant quelque chose de blanc et rond, qui était présumément Lapinou. Devant la maison, il y avait un arbre avec des feuilles vertes et ce qui semblait être des pommes ou peut-être des ornements. Le ciel était jaune. Gisèle le regarda longtemps. Elle le plia soigneusement et ouvrit le tiroir supérieur gauche de son bureau pour le placer à l'intérieur. Elle ne le mit pas dans la corbeille de recyclage sous le bureau, là où allait le papier sans pertinence opérationnelle. Ce soir-là, Gisèle reçut un courriel d'une adresse anonyme. Le message comportait 9 mots. Vous êtes vendu et vous ne le savez pas encore. Joint se trouvait une capture d'écran d'une clause d'un contrat qu'elle avait signé 6 mois plus tôt, un accord-cadre de fusion avec Vantage Tech dirigé par Isaac Gru. La clause avait un petit marqueur de section en bas, section 9. Elle appela son équipe juridique.
Son avocat principal de contrat ne répondit pas. Son assistante rappela 40 minutes plus tard avec une explication qui semblait soigneusement construite. Gisèle resta assise à son bureau après l'appel et regarda la déclaration de mission encadrée sur le mur en face d'elle sans la voir. Dominique se tenait près de la fenêtre. Il était là depuis qu'elle avait terminé l'appel. Elle dit : « Savez-vous quelque chose à ce sujet ? » Il répondit : « Pas assez encore, mais je cherche. » Le dîner avec Isaac Grue fut fixé pour le jeudi soir dans un restaurant au 40e étage de l'hôtel Méridien, le genre d'endroit où l'éclairage était conçu pour que les personnes puissantes paraissent à l'aise. Grue avait 62 ans. Il avait la bienveillance polie des hommes qui avaient appris que paraître inoffensif était une stratégie plus efficace que paraître fort. Il se leva quand Gisèle arriva, exprima un plaisir qui semblait sincère et commanda une bouteille de vin d'une liste qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il reconnut Dominique d'un bref regard, le regard particulier d'un homme qui venait de faire une évaluation précise et la trouvait digne d'être notée. Le repas traversa ses premières étapes avec la qualité de performance de deux négociateurs habiles qui avaient accepté de savourer le théâtre de la chose. Grue parla du partenariat Vantage. Il utilisa des mots comme synergie et famille sans embarras. Il mentionna 3 des initiatives de Gisèle par leur nom de manière à montrer qu'il avait fait ses recherches. Puis, pendant le plat principal, il prononça les mots comme s'ils n'étaient pas chargés. Les repères du 4e trimestre, bien sûr, seront le moment naturel d'alignement compte tenu de la section 9. Gisèle posa sa fourchette avec le mouvement prudent de quelqu'un qui ne permet pas à ses mains d'exprimer ce que son visage ne montrera pas. À l'intérieur, quelque chose tomba et continua de tomber. Elle dit : « Bien sûr. » Grue sourit avec la chaleur d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. « Je veux être clair, Gisèle. Je ne suis pas un adversaire. Je suis simplement pragmatique. » Elle le regarda. « J'apprécie la clarté, Isaac. » Dans la voiture ensuite, la ville défilait devant les vitres entraînées de lumière blanche et ambrée. Dominique conduisait. Ni l'un ni l'autre ne parla pendant les 20 premières minutes. Puis Gisèle dit : « Avez-vous lu le contrat avant d'accepter ce poste ? » « Le premier matin, » répondit Dominique. Section 9, section 14 et annexe C. Un silence. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur. « Pourquoi auriez-vous lu mes contrats ? Je ne peux pas vous protéger si je ne comprends pas le terrain sur lequel vous vous tenez. » Elle l'observa dans le miroir. Il regardait la route. Sa mâchoire portait une ligne de tension qui n'était pas là pendant le dîner, ce qui signifiait qu'il avait feint le calme dans ce restaurant comme elle l'avait fait, et elle ne l'avait pas remarqué jusqu'à maintenant. Cette prise de conscience s'installa dans sa poitrine et y resta. 3 nuits plus tard, le journal de sécurité du niveau de stationnement souterrain de Nexara montra un écart de 11 minutes. Aucune image. Aucun code d'erreur expliquant l'écart, juste l'écart lui-même, ce qui était techniquement impossible sous le système actuel à moins que l'écart n'ait été créé par quelqu'un qui comprenait le système assez bien pour le modifier. Dominique le découvrit lors de sa revue standard de fin de journée. Il ne le signala pas immédiatement. Il fit une copie du journal, ferma l'original et resta assis longtemps dans le bureau de sécurité au 2e étage à regarder la fenêtre de 11 minutes. Il avait passé 4 ans dans une unité Delta Force spécialisée dans l'identification des compromissions internes de réseau, des situations où la menace ne venait pas de l'extérieur mais de l'intérieur d'une structure de confiance. Il savait à quoi ressemblait l'architecture initiale d'une trahison. Il la regardait maintenant. Hunter Voss avait accès au système de caméra. Hunter Voss avait un numéro de téléphone dans ses contacts qui n'appartenait pas à Nexara, et Hunter Voss était dans le bâtiment pendant ces 11 minutes. Dominique ferma son ordinateur portable et commença à construire un autre type de dossier. La conversation sur Claire eut lieu la 12e nuit. Luna avait commencé à tousser vers 15 heures, rien d'alarmant, mais à 18 heures elle avait une légère fièvre et l'expression particulière d'une enfant qui gérait son malaise avec un peu trop de détermination. Dominique vint au bureau de Gisèle à 18h15 et demanda, avec l'économie de mots qui le définissait, s'il pouvait partir à 19 heures au lieu de 20 heures. Gisèle se leva et prit son manteau. Il la regarda. « Vous n'avez pas besoin de... » « Je sais, dit-elle. » Son appartement se trouvait au 14e étage d'un immeuble à 12 pâtés de maisons au nord. Il était propre et petit et ne contenait presque rien qui ne soit fonctionnel, sauf un coin du salon qui appartenait entièrement à Luna. Des dessins couvraient le mur en une galerie dense et superposée. Des livres étaient empilés en colonnes colorées par auteur. Un panier bas contenait un arrangement d'animaux en peluche dans un ordre qui semblait avoir sa propre logique interne. Gisèle s'assit sur le bord du lit de Luna pendant que Dominique préparait de la soupe dans la cuisine. Luna leva les yeux vers elle depuis l'oreiller avec le calme évaluateur d'une fillette de 6 ans qui évaluait si cette visiteuse allait dire quelque chose d'utile. « Tu as une maman ?» demanda Luna. « Oui » répondit Gisèle. «
Elle est là. Elle est occupée. On ne se voit pas beaucoup. Luna considéra cela avec le sérieux d'un juge examinant une nouvelle preuve. Mon papa est occupé aussi, dit-elle. Mais il est toujours là. Plus tard, après que Luna fut endormie et que les bols de soupe eurent été rincés, ils s'assirent à la table de la cuisine avec 2 tasses de thé. L'immeuble émettait ses bruits du soir. La ville pressait sa lumière contre la vitre de la fenêtre. Gisèle demanda des nouvelles de la mère de Luna. Dominique resta silencieux assez longtemps pour qu'elle se demande si elle avait posé une question qu'elle n'aurait pas dû. Puis il tourna la tasse une fois dans ses mains et dit que son nom était Claire, qu'elle avait été tuée dans un accident de voiture il y a 3 ans quand Luna avait 3 ans, qu'il était en mission quand l'appel était arrivé, qu'il avait été sur un transport de retour en moins de 6 heures, hors service en moins de 60 jours, et qu'il n'était pas retourné. Il dit tout cela comme il faisait la plupart des choses, directement, sans ornement, sans demander une réponse particulière. Gisèle n'offrit pas de sympathie dans l'arrangement standard de mots. Elle resta avec cela un moment puis dit. C'est pour ça que tu restes toujours exactement un pas en arrière. Il la regarda et, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, l'expression sur son visage n'était pas celle d'une personne faisant son travail. C'était quelque chose de plus ancien et moins défendu que cela. Il ne répondit pas, mais il ne détourna pas le regard. Le matin, elle appela l'enquêteur qu'elle avait retenu séparément de son équipe juridique, celui que personne chez Nexara ne connaissait. Elle donna à l'enquêteur le numéro de téléphone de la feuille blanche originale de Dominique. Le résultat revint en quelques heures. Le numéro appartenait à un général de brigade à la retraite nommé Samuel Holt, qui avait commandé l'unité de Dominique. Pendant les 2 dernières années de son service, Holt était celui qui avait envoyé le document de 12 pages. Holt connaissait Gru. Holt savait depuis plus longtemps qu'elle. Gisèle lut le nom dans le rapport et se renversa dans son fauteuil. Elle regarda le plafond un moment puis se dit à elle-même, dans le bureau vide, la seule phrase qui semblait juste. J'ai été entouré et je ne l'ai pas vu. La session d'urgence des actionnaires arriva un mardi. Isaac Gru l'avait convoqué avec le langage formel de la procédure, une évaluation de performance, une évaluation de routine du 4e trimestre, une conversation sur l'alignement. Mais Dominique suivait l'activité périphérique depuis 11 jours déjà. Et ce qu'il vit dans les 48 heures précédant la réunion n'était pas cohérent avec une routine quoi que ce soit. 2 des ascenseurs de service du bâtiment avaient été accédés après les heures par des badges de maintenance qui n'avaient pas été vérifiés par le système standard. 3 visiteurs externes avaient été enregistrés sous le nom d'un cabinet de conseil qui n'apparaissait pas dans la base de données des fournisseurs de Nexara. Et le lundi soir, les capteurs de mouvement au 38e étage avaient enregistré une anomalie de 6 secondes dans le couloir, 6 secondes pendant lesquelles ils avaient détecté une présence puis cessé de la détecter, ce qui signifiait qu'ils avaient été neutralisés plutôt que trompés. Dominique construisit le tableau pièce par pièce sur l'écran du bureau de sécurité, et le tableau qui émergea était celui-ci. Quelqu'un prévoyait d'accéder au serveur central de Nexara pendant la session des actionnaires, quand tous les décideurs de l'entreprise seraient dans une même pièce, concentrés sur un seul problème, tournés dans une seule direction. Le serveur contenait des données clients pour 900 comptes d'entreprise. Entre de mauvaises mains, dans les heures précédant une transition forcée de direction, il valait plus que la fusion elle-même. Il disposait de 40 minutes. Il se déplaça dans le bâtiment comme il avait été entraîné à le faire, ni en courant, ni de manière ostentatoire, mais avec l'efficacité particulière d'une personne qui a décidé d'un itinéraire et s'y est entièrement engagée. Il dégagea les étages inférieurs, confirma que la salle du conseil était sécurisée, plaça Madison aux côtés de Gisèle et monta au 38e étage par l'escalier de secours à l'arrière du bâtiment. Ils étaient déjà là. 4 d'entre eux, professionnels et sans hâte, se dirigeant vers la salle des serveurs avec l'assurance de personnes à qui on avait dit que l'étage serait vide. Il n'était pas vide. Ce qui suivit ne fut pas un long combat. Les longs combats arrivent quand il y a de l'incertitude sur le résultat. Dominique avait passé 7 ans à apprendre à supprimer l'incertitude aussi vite que possible, et il appliqua ce savoir maintenant avec une économie concentrée qui ne laissait aucune place à la performance ni à l'hésitation. Les 2 premiers furent contrôlés et immobilisés avant que le 3e ait fini de traiter ce qui se passait. Le 3e vint sur lui par la gauche. Il avait anticipé l'angle dès l'instant où il avait identifié la formation de l'équipe et le 4e, qui était le plus grand et le plus dangereux, dura le plus longtemps, 11 secondes. 4 hommes. Hunter Voss apparut du couloir et avec une arme à feu et l'expression plate d'un homme qui était arrivé à la partie du plan qu'il avait répété. « J'ai besoin de 15 minutes, dit Hunter. Baissez les armes et personne ne sera blessé. » Dominique le regarda. Son épaule gauche avait reçu un coup lors du dernier échange. Rien de structurel, mais cela s'enregistra. Il le nota et passa à autre chose. « Je n'ai pas 15 minutes, dit-il.
L'affrontement fut bref. Hunter était habile et déterminé, mais il opérait selon la logique de la menace et Dominique opérait selon la logique de la nécessité. Et la nécessité a un avantage particulier dans les espaces restreints. Lorsque le bruit de pas dans l'escalier de secours annonça l'arrivée de l'équipe de sécurité du bâtiment 2 minutes plus tard, Hunter Voss était assis contre le mur, les mains immobilisées et une expression résignée qui contenait, sous sa surface, la honte spécifique d'un homme qui avait parié sur le mauvais résultat. En bas dans la salle du conseil, Gisèle Park était assise en tête de table avec 31 actionnaires et un Isaac Gru disposé devant elle. Elle avait reçu la mise à jour de Madison 60 secondes plus tôt par une oreillette. Elle l'avait absorbée, traitée, et avait ramené son visage à sa configuration de base. Gru avait été en train de parler. Elle le laissa terminer sa phrase. Puis elle dit « Cette session devra être reportée. Les raisons seront expliquées par les forces de l'ordre dans les prochaines minutes. » Elle laissa passer un temps et regarda ensuite Gru avec la focalisation directe de quelqu'un qui avait fini d'être diplomate. À la section 9 sera également contestée en vertu de la clause 22B, qui prévoit la nullité en cas de fraude documentée du partenaire. J'ai la documentation. Gru resta très immobile. J'ai constitué le dossier, dit-elle, pendant 8 jours. L'hôpital n'était pas l'endroit où Dominique avait prévu de terminer son mardi. Il refusa la première ambulance avec la même énergie qu'il appliquait à la plupart des choses dont il n'avait pas besoin. Gisèle le retrouva dans le hall du bâtiment Nexara pendant que la police terminait son traitement initial de la scène. Elle regarda son épaule gauche et l'état de sa chemise et dit simplement « Je conduis ». Il commença à dire quelque chose. Elle leva ses clés. Au bureau d'admission des urgences, elle donna son nom et ses informations d'assurance de mémoire. Elle avait examiné tous les dossiers du personnel le week-end suivant son embauche, un fait qu'elle ne lui avait pas mentionné. L'infirmière d'admission la regarda, puis Dominique, puis de nouveau elle avec une absence diplomatique de supposition. Dans la salle d'examen, pendant qu'ils attendaient le médecin traitant, Gisèle prit la gaze sur l'étagère des fournitures et commença à s'occuper de la coupure sur son avant-bras. Elle le fit sans demander la permission, ce qu'il trouva notable. « Vous savez faire ça, dit-il. »« Non, répondit-elle, mais j'apprends vite. » Il la regarda travailler un moment et ne dit rien de plus. Luna arriva 35 minutes plus tard en compagnie de Madison, qui avait appelé la babysitter puis était venue quand celle-ci ne répondait pas. La fillette franchit la porte avec Lapinou sous un bras et couvrit la distance entre la porte et le lit de son père en environ 4 pas. Elle tint sa main un moment sans parler, ce qui en dit plus à Dominique sur ce qu'elle avait ressenti en chemin que n'importe quel mot. Puis Luna regarda Gisèle avec l'évaluation minutieuse qu'elle appliquait aux questions qui comptaient. « C'est mademoiselle Park la raison pour laquelle papa s'est blessé ?» demanda-t-elle. Dominique dit « Ah non. Papa s'est blessé à cause de ce que son travail avait besoin qu'il fasse. » Luna considéra cela. Le raisonnement était acceptable. Elle se tourna vers Gisèle et quoi qu'elle trouva sur le visage de la femme sembla satisfaire une question supplémentaire qu'elle n'avait pas exprimée à voix haute. « Tu peux rester ?» demanda Luna. « Je ne veux pas que papa soit seul quand il est blessé. » Gisèle regarda Dominique. Il regardait le mur au-dessus du lit avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait décidé d'étudier la peinture très attentivement. Elle tira la chaise à côté du lit plus près du mur et s'assit. « D'accord, dit-elle. » À 23 heures, le couloir était presque silencieux. Luna dormait sur le banc de la salle d'attente le long du mur opposé, la tête reposant sur la veste de Gisèle. Lapinou était calé entre son menton et sa poitrine. Gisèle restait immobile, sa main reposant légèrement sur le bord du banc près de l'épaule de la fillette. Dominique se tenait à l'embrasure de la salle d'examen, autorisé à sortir mais pas encore parti. Son épaule avait été correctement pansée. Il portait une chemise propre que Madison avait récupérée dans son appartement avec les affaires de Luna. Il se tenait dans l'embrasure et les regardait toutes les deux dans la lumière jaune du couloir et ne parla pas pendant longtemps. Gisèle leva les yeux. Ni l'un ni l'autre ne dit rien. La ville continuait ses fréquences habituelles dehors à la fenêtre au bout du couloir, sirène au loin, le bourdonnement bas de la circulation, le bruit anonyme d'un endroit qui ne ralentissait pas pour les urgences ordinaires. Dominique revint et s'assit sur le bord du banc de l'autre côté de Luna afin que la fillette soit allongée entre eux avec Lapinou occupant le centre logique. Au bout d'un moment, Gisèle dit doucement. Luna a ajouté au dessin. Il attendit. Celui qu'elle m'a donné la semaine dernière, dit-elle. Je l'avais sur mon bureau. Elle est venue ce matin avant mon arrivée et a ajouté quelque chose. Qu'a-t-elle ajouté? Un arbre, dit Gisèle, devant la maison. Dominique resta silencieux. La lumière du couloir produisait un son bas et régulier au-dessus d'eux. Luna respirait dans le rythme lent et régulier d'une enfant qui faisait entièrement et sans condition confiance que le monde autour d'elle était tenu.
Pour la première fois de toute la longueur de cette longue et éprouvante journée, pour la première fois, peut-être, depuis bien plus longtemps que cela, le coin de la bouche de Dominique Duval bougea. C'était petit. C'était silencieux. C'était, indéniablement, un commencement.